Bonjour, aujourd'hui deuxième partie de notre premier point, premier chapitre 1914-1918. Ce deuxième point s'appelle, comme vous le voyez là sur l'écran, Mourir à Verdun. Ce titre est issu d'un ouvrage de Pierre Miquel. Pierre Miquel, c'est un grand historien qui a donc travaillé sur cette bataille de Verdun. Alors, si cette guerre porte le nom de Grande Guerre, c'est qu'elle dépasse finalement en tout point de vue toutes les autres guerres. Jusque-là, j'ai recherché, seule la guerre de sécession fit le plus grand nombre de victimes, c'est-à-dire 270 000 victimes 50 ans plus tôt. Cette guerre de sécession a fait autant de victimes, à peu près que la guerre de Crimée. La Première Guerre mondiale, c'est à elle seule près de 10 millions de morts et 20 millions de victimes. Si l'on ajoute à cela les victimes de la grippe espagnole, qui est directement liée à la Première Guerre mondiale, sans des conditions de vie si lamentables, jamais cette grippe aurait affecté autant d'individus. Alors, oui, si on ajoute donc à tous ces chiffres le nombre de victimes issues de la grippe espagnole, le nombre de victimes pourrait s'élever à 30, voire à 40 millions de personnes, ce qui est là encore considérable. Bref, petit récapitulatif, la bataille de Verdun, c'est à elle seule 400 000 victimes. Alors j'ai là aussi essayé de rechercher des grandes batailles dans l'histoire. La bataille de Waterloo, par exemple, c'est 40 à 50 000 victimes. La guerre de 100 ans, qui a duré bien plus de temps que la seule bataille de Verdun, a elle fait 100 à 200 000 victimes. La bataille de Verdun, c'est vraiment l'élément clé, le symbole même de cette Première Guerre mondiale. Durant 10 mois, il tombe en moyenne 6 à 8 000 soldats par jour. Alors pour en arriver à un tel désastre, la technologie s'est mise au service de la guerre. Dans une société où tous s'enthousiasmaient pour les nouvelles technologies, celles-ci deviennent des instruments de mort massive. Plusieurs innovations interviennent dans ce premier conflit mondial, notamment les obus. Alors, je dois avoir, voilà, une photo de ces obus. Pardon. Une photo de ces obus, donc certains de ces obus font la taille d'un homme, comme vous pouvez le voir pour le deuxième document. À Verdun, toujours à Verdun, il tombe en moyenne 6 obus au mètre carré. Ce sont 2 millions d'obus qui sont envoyés durant les 2 premiers jours de la bataille. Les obus sont responsables de 70% des victimes de la guerre. Leurs projectiles peuvent atterrir à plusieurs centaines de mètres de leur impact et sont responsables des défigurations des gueules cassées. Je vais vous montrer des photos, voilà, de ces gueules cassées. Ces gueules cassées sont vraiment, là aussi, l'un des grands symboles de cette Première Guerre mondiale, et ces hommes vont vivre finalement dans la société jusque dans les années 1960, et ils seront un symbole marquant et vivant du dégât causé par la Première Guerre mondiale. En dessous, c'est un tableau très connu, celui d'Otto Dix, qui s'appelle Invalide de guerre jouant aux cartes. Il a été réalisé en 1920, il démontre finalement l'insertion de ces gueules cassées dans la société. Ils sont véritablement, ces gueules cassées, le témoin de cette violence de la Première Guerre mondiale. Le bruit et la violence d'un ennemi que l'on ne voit pas peut pétrifier les soldats. La mitrailleuse aussi, autre symbole de cette Première Guerre mondiale, est elle aussi responsable de morts multiples. Les autres innovations sont l'utilisation de gaz mortels comme le gaz moutarde. Là aussi, pour le gaz moutarde, l'utilisation de ces gaz avait pourtant été interdite par 2 reprises aux 2 conventions, l'une de La Haye en 1899 et 1907. Dans une guerre totale comme celle-ci, on ne respecte plus rien. Aucun engagement, aucun traité, rien n'est respecté, notamment celle de l'utilisation de ces gaz mortels. Par l'utilisation de ces gaz, les soldats vivent dans une crainte constante. Dans les tranchées, les combats se font au corps à corps, à l'aide de baïonnettes accrochées à leurs fusils. Là aussi, je dois avoir une photo, voilà, de ces baïonnettes. Excusez-moi. Voilà, ce sont ces espèces de poignards épais que l'on colle au-dessus du fusil et qui permet justement un combat au corps à corps, une fois arrivé dans les tranchées. Dans les tranchées, il y a les nettoyeurs de tranchées avec des lance-flammes qui viennent finalement nettoyer la rangée, au sens littéral du terme. Les chars, comme vous pouvez le voir sur la deuxième photo de cette page, les chars et les avions, ils interviennent tardivement. 1917, 1918, les chars sont construits en partie par les usines Renault qui se reconvertissent
dans la construction de ces engins diaboliques. Ils apparaissent tels des monstres, hein, finalement, dans cette guerre. Ces deux innovations, à la fois le char que l'avion, sont, sont l'aboutissement d'une guerre technologique qui allait être le vecteur des guerres du XXe siècle, hein. Les aviateurs sont considérés comme des chevaliers, finalement, des chevaliers modernes. Il y aura un nombre là aussi considérable de ces chevaliers modernes, de ces aviateurs qui tomberont durant les combats de la Première Guerre mondiale. À l'arrière, il ne faut pas oublier l'arrière. Sans l'arrière, le front n'aurait jamais pu tenir, hein. À l'arrière, on pratique le bourrage de crâne pour éviter aux civils de baisser les bras. L'objectif est de tenir, donc on leur camoufle la vérité et tous l'acceptent. On leur fait croire que la victoire est imminente. On n'hésite pas à falsifier la vérité, à ouvrir le courrier des soldats pour les empêcher de dire ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent. Georges Clemenceau est peut-être l'incarnation même de cette guerre totale. Il disait, et je reprends ces mots, le 8 mars 1918, à l'Assemblée nationale, il était alors président du Conseil, c'est-à-dire l'homme le plus haut gradé, hein, dans la politique française. Il disait ces mots, le vainqueur, c'est celui qui peut croire un quart d'heure de plus que l'adversaire qu'il n'est pas vaincu. Voilà, il faut croire en la victoire, et celui qui n'y croit pas sera celui qui perdra. La Première Guerre mondiale a décimé une génération d'hommes de 20 à 40 ans. Si je m'attarde un petit peu sur cette pyramide des âges, on peut voir ici, donc elle date de 1950. Les hommes entre 57 ans et 70 ans approximativement, ce sont ceux qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et si on regarde donc ces hommes et qu'on les compare avec les femmes, on s'aperçoit très, très simplement et très facilement qu'il y a un manque certain d'hommes. Et ces hommes, ce sont ceux qui sont tombés justement dans cette Première Guerre mondiale. Autre chose, ce creux-là que vous voyez, autant chez les hommes que chez les femmes, des hommes âgés de 35 à 40 ans. Ce sont les hommes et les femmes qui ne sont pas nés durant le premier conflit mondial. Je vous rappelle que les hommes sont au front pendant que les femmes sont à l'arrière. Donc il n'y a pas de naissance durant ces années-là, ou du moins très peu. Dernière chose concernant cette pyramide des âges, le nombre de veuves que l'on peut voir là en rouge foncé, il est considérable là aussi ce nombre de femmes veuves. Tout le monde portera le deuil après 1918. Si vous avez des questions concernant cette pyramide des âges, je peux y revenir plus tard en cours. Il est souvent dit qu'il n'est pas une famille française qui n'est pas un ancêtre mort à Verdun ou dans la Première Guerre mondiale. Même si cela peut paraître exagéré, les monuments aux morts sont présents dans 99% des communes de France. Alors on peut les voir, ces monuments aux morts. Ils sont sculptés de manière précise par de grands artistes. Il y a des messages forts comme celui-ci, à nos morts pour la France, avec un homme qui est en train de se lever, qui représente peut-être cette France abattue durant la Première Guerre mondiale et qui va réussir à se mettre debout en 1918. Donc dans chaque village de France, il y a ces plaques commémoratives. Et si vous avez l'occasion de lire ces plaques commémoratives, je vous invite à regarder le nombre de personnes issues de la même famille. Alors là, pour la famille Berton, je vois par exemple 4 personnes issues de la même famille. Pour la famille Charton, donc le frère, les frères ou le père et son fils. Pour la famille Dresse, là encore, allez regarder sur des plaques commémoratives et vous y verrez un grand nombre de personnes issues de la même famille. L'enfant est souvent représenté, maudite soit la guerre, ce qu'il est marqué justement sur ce monument aux morts. On met des messages forts comme celui-ci. On ne croit pas en une autre guerre. D'ailleurs, cette guerre-là aura le surnom d'être la der des der. On saura tous que ce ne fut pas le cas, malheureusement. Désormais, le monument aux morts fait partie de notre paysage urbain, comme la mairie, l'église et le cimetière. Désormais, un nouveau monument, le monument aux morts, qui côtoie les anciens monuments du village. Pour entretenir un devoir de mémoire lié à la Première Guerre mondiale, le 11 novembre devient, dès 1922, un jour férié. Et aujourd'hui encore, en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre, on marque un temps d'arrêt en ce jour du 11 novembre pour justement se remémorer les victimes issues de cette Première Guerre mondiale. Il y a d'ailleurs aux Champs-Élysées la tombe du soldat inconnu, qui symbolise tous les soldats anonymes tombés durant ce premier conflit. Alors, nous avons récupéré des ossements issus du fort de Douaumont, là où nous y avons
installé tous les os des soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale et nous en avons ressorti quelques-uns que nous avons placés sous l'Arc de Triomphe pour rendre hommage à ces combattants inconnus. Et depuis 1922 et jusqu'à aujourd'hui, là je vous ai remis les photos, hein, donc 1922, vous voyez tous les vétérans de la Première Guerre mondiale venus rendre hommage à leurs camarades tombés pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, et cette photo elle est assez récente, elle date de l'an dernier, où l'on voit le président de la République française, Nicolas Sarkozy, et la chancelière allemande, Angela Merkel, venir déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de ce soldat inconnu. Il symbolise donc à lui seul tous les soldats tombés durant ce premier conflit.